Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Une nouvelle année, des nouvelles perspectives. Oui, nous sommes toujours là, bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie dans ce grand magazine. Ça fait débat, oui, mes téléspectateurs. Nous revenons encore cette année pour parler politique et spécialement pour ce tout premier numéro de l'année 2026. Nous allons nous focaliser sur la gouvernance de 2025. Quel bilan sur le plan sécuritaire, diplomatique et social en République démocratique du Congo? Un tableau sera brossé ici par les différents invités qui vont s'étaler sur les différents aspects. Et évidemment, on le sait, tous attendent un nouveau gouvernement qui est annoncé pour janvier 2026. Oui, gouvernement, il faudrait commencer par analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour finalement dresser des profils pour ceux qui pourront gouverner en 2026 avec quels objectifs au regard du tableau de la République démocratique du Congo actuellement avec la crise sécuritaire, il faudra le dire, des consensus qui pourraient se faire notamment au cours de cette année 2026. On va en parler avec des invités, les tout premiers invités de cette année 2026. Nous avons monsieur Hubert, maître Hubert, cadre de l'IDPS et président général de CEP Lukunga. Bonjour et bienvenue à vous et bonne année. Merci, bonne année Madame Botela, bonne année à tous les téléspectateurs de Télé 50, bonne année à mes co-débatteurs. Nous avons également M. Bongunda Pouyo, gardien général du courant de la Révolution, il disait d'ailleurs ici sur ce plateau, de l'opposition, de la majorité finalement, ou c'est un courant évidemment qui veut tout simplement rester dans la réflexion. Bonjour Monsieur Apouyo, bienvenue et meilleurs vœux également. Bonjour Madame, merci pareillement. Je salue tous mes co-débatteurs ainsi que l'ensemble de notre peuple, malgré que nous traversons des moments très sombres. Mais je pense que l'année 2026, c'est une année d'espoir où nous espérons qu'on va regagner la paix sur toute la République. Pour répondre à votre question, nous sommes un mouvement intellectuel, culturel, parce que nous estimons que le Congo a été créé par l'intelligence. Le Congo, en 1885, a été créé du point de vue historique, mais beaucoup de gens ignorent que déjà en 1876, le roi Léopold II avait convoqué la conférence internationale de géographie à Bruxelles. Et là, on a réuni les intelligences pour réfléchir sur comment dominer, n'est-ce pas, cet espace vital. Parce que le roi avait justement besoin d'avoir un espace pour pouvoir faire la grandeur de la Belgique. Et je pense que quelques années après, aujourd'hui, lorsque nous parlons, ou des siècles après, la Belgique, c'est le centre de l'Europe. Vous comprenez un peu? Et donc, si le Congo doit sortir dans ces bourbiers où nous avons tout en termes de richesse, il faut justement faire recours à l'intelligence. Parce que sans intelligence, madame, rassurez-vous, on peut avoir des politiciens, on peut avoir des gens qui sont là pour leurs intérêts. Ces pays sera à jamais condamné. Mais nous espérons, ce n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi on a lancé le courant de la Révolution, qui est un mouvement culturel, intellectuel et spirituel. Et vous comprendrez que les calculs sur la République démocratique du Congo n'est pas un fait nouveau. Oui, ceux qui veulent dominer, diriger, réfléchissent sur les nations, sur les richesses que contiennent le monde. Et finalement, comme on le dit aujourd'hui, le monde ressemble à un village planétaire où tout se réfléchit dans l'ensemble, et comprenez que dans ces calculs, la République démocratique du Congo, avec toutes les richesses qu'elle possède, ne peut que faire aussi objet de réflexion. D'où aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce plateau, continuer à réfléchir pour des pistes de solutions en vue de sortir de la crise ou encore du bourbier que les multinationales, il faudrait le dire, c'est une vérité, conçoivent sur la République démocratique du Congo. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, membre de la société civile, plutôt président du panel des experts de la société civile, bonjour et bienvenue à vous, bonne année également. Merci beaucoup Maman Arlette, je suis très ravi de me retrouver avec des co-débatteurs ici intelligents et qui j'ai déjà rencontré plusieurs fois, mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est l'honneur que Télé 50 m'a fait pour m'inviter dans cette première émission. Ça fait débat pour satisfaire les nombreux téléspectateurs, parce que je ne cesse de les croiser en cours de route pour nous féliciter. Et c'est là où je voulais attirer l'attention que c'est une grande émission qui est très suivie et je pense qu'on va être vraiment républicain. Nous espérons être à la hauteur, du moins, vous les invitez, être à la hauteur du débat et moi, être à la hauteur de la distribution de parole, parce que ça fait également partie de l'émission. M. Trésor Kalala, chargé de communication de AADC, allié de l'UDPS. Meilleurs vœux, bonne année à vous et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Madame Arlette pour l'invitation et aussi meilleurs vœux à vous. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Je suis aussi honoré
du fait que je sois invité dans cette première émission de l'année 2026. Ça me va droit au cœur. Et ici, laissez-moi aussi présenter mes meilleurs vœux à la présidente de mon parti politique, l'honorable Adel Kabena Mouaouka, qui est la meilleure élue à la circonscription de Mbujimaï, à la députation nationale. Donc, je lui présente mes meilleurs vœux, ainsi que tous les membres de mon parti politique. Donc ici, pour moi, c'est un honneur, comme j'étais en train de le dire. Et c'est toujours un plaisir de nous retrouver à Télé 50. Ici, nous avons la facilité de rencontrer un plus grand nombre pour faire passer nos réflexions concernant le pays. Donc je crois que nous allons servir les téléspectateurs et le débat aura son niveau et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Merci à vous-même, les téléspectateurs, de bien rester sur vos fauteuils. Oui, fatigué un tout petit peu. Hier, c'était justement le 1er janvier. Oui, bonne année à vous. Et nous espérons justement que vous aurez de la matière en ce qui concerne toute l'année 2026 qui a déjà commencé. Alors, on ouvre également le débat. Pour commencer à élaborer, plutôt à avoir des perspectives pour l'année 2026, il faille faire un bilan de ce qu'a été la gouvernance en 2025. Aujourd'hui, on revient, l'actualité a été dominée tout au long de l'année 2026 par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui met en avant-plan les politiques, la diplomatie, les questions sécuritaires, notamment les questions de la défense aussi. Alors, quel bilan placé à ce jour? On commence par vous, Monsieur Hubert Mpoutou. Quel bilan pour la gouvernance de 2025? Merci, madame. Je suis de ceux qui sont passés ici il y a 2 jours, 3 jours, pour parler du bilan du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensemble avec son gouvernement qui est dirigé par madame Soumino. Le bilan en termes d'action, nous avons dit devant votre micro que le bilan est tellement positif pour l'année qui vient de s'achever, l'année 2025, parce que vous savez que sur le plan diplomatique, le président a fait un travail énorme qui aboutit donc à la signature de l'accord qui, vous savez que le président rwandais qui a tenté plusieurs fois éviter de signer l'accord de paix et de développement que nous avons eu ici en décembre être signé. Enfin, c'est une avancée au niveau diplomatique et aussi au niveau politique. Vous savez qu'il y a eu des échanges entre la RDC et les mouvements au niveau des Doha, bien qu'après il y a eu donc il y a eu les votes au niveau des Nations Unies qui a sanctionné donc le vote à l'unanimité de tous les membres qui ont assisté au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, sanctionnant ou désignant avec la fermeté le Rwanda comme le pays agresseur de notre pays. Il s'agit bien sûr de 2808, la résolution 2808 qui a désigné le Rwanda fermement, tous les pays au niveau international, que c'est un pays agresseur de la RDC. Et puis le mouvement M23 comme mouvement terroriste, ce sont des avancées qui ont permis jusqu'à ce que notre État se retire des négociations de Doha, parce que là-dessus, il y avait un problème qui s'est posé depuis des années, que personne ne voulait qu'on désigne le Rwanda comme le pays agresseur. Donc vous connaissez bien que lorsqu'un pays est désigné agresseur, la RDC est dans le droit de se défendre par tous les moyens possibles, comme le chef de l'État l'a dit au moment de son discours devant la nation. Il a dit qu'il avait toutes les cartes par devant lui, au niveau diplomatique, au niveau militaire, ainsi qu'au niveau politique. Alors, c'est pour vous dire que ces bilans, et nous avons vu sur le plan de la ménagère également, avec la baisse des taux des dollars, avec l'évolution sur le plan du marché, donc du panier de la ménagère, parce que je suis sûr que le président Dieudonné ne va pas me contredire là-dessus, parce qu'il fait partie de la société civile et qui bénéficie donc efficacement, bien sûr, des actions du gouvernement. Et
pour avancer. Vous savez que pendant l'évolution de la guerre, le gouvernement avait décidé de multiplier les salaires des militaires et policiers. C'est un fait que nous avons vu s'accomplir dans ces pays. Ça n'a jamais eu, depuis l'indépendance, voir un gouvernement si responsable de penser aux militaires et policiers avec un salaire doublé. Ce sont des avancées que nous devons applaudir ensemble et surtout que nous devons démontrer devant le peuple congolais que le bilan était tellement positif. Parce que quitter les dollars de 28 à 22 aujourd'hui qu'il est négocié $1, c'est vraiment la volonté de voir le pays avancer sur la bonne voie. Rappelez-vous que le président de la République prend le pouvoir. Le budget était de 4 milliards. Aujourd'hui, nous parlons d'un budget de 16 milliards. Donc, le pays est jugé parce que, vous savez, même quand vous voulez vous endetter devant une banque, on vous dit, qu'est-ce que vous avez dans votre panier? Effectivement, dans notre panier, avec 4 milliards, on n'était pas considéré au niveau des pays de Bretton Woods, et qu'aujourd'hui, avec les budgets de 16 milliards, vous voyez les décisions de la Banque mondiale ainsi que de LFMI sur le plan de développement et sur le plan de confiance internationale. Donc, je suis très heureux de partager ces idées avec mes co-débatteurs qui ne seront pas, bien sûr, d'avis contraires, parce qu'ils bénéficient de ce que nous avons appelé comme les actions du chef de l'État. Alors, M. Mouchagaloussa, justement... Je vais finir là-dessus, parce que j'ai encore la parole que vous m'avez accordée, madame. Pour finir, je voulais aussi aborder les cas de 145 territoires. Les PDL. Des PDL. Et c'est un projet qui, vous avez vu dans son application, chaque territoire, où, pour ne pas être trop fort, chaque province en a bénéficié au moins quelques actions qui sont différentes de ce que nous avons connu dans les temps, dans ces pays où certaines provinces étaient bénéficiaires des actions du gouvernement central et les autres n'en avaient pas l'occasion d'en bénéficier. Mais avec le projet de 145 territoires, au moins chaque province en a bénéficié une action ou plusieurs actions du gouvernement central. Alors, donc, ça c'est, Monsieur Poutoibou, c'est un tableau pour lui largement positif, avec notamment l'accord de paix signé, les échanges de Doha, le Rwanda désigné comme pays agresseur sur le plan diplomatique, la baisse du taux du dollar avec l'avènement du nouveau gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. Nous avons également le salaire de militaires qui a été doublé et le budget qui est passé de 4 à 16 milliards de dollars. Évidemment, à ajouter cela, le PDL 145 territoires auxquels les provinces en ont bénéficié, M. Mouchagaloussa. Madame, je suis très content, Maître Hubert. S'il allait dire le contraire, ça allait m'étonner. C'est normal, l'IDP, ce n'est pas que c'est frotter les mains sur ce qui arrive. Et malheureusement, en se frottant les mains, on sait qu'il n'y aura pas une amélioration par rapport à ce qui est en train de se faire et tout ce que nous avons subi comme fiasco. Raison pour laquelle nous sommes là toujours comme société civile en tant que contrepoids et pas anti-pouvoir, contrepoids du pouvoir, pour pouvoir les rappeler ce qui devrait être fait et ce qui n'a pas été fait, surtout au regard des indicateurs objectivement vérifiables, c'est qu'on peut palper des doigts. Et donc, pour évaluer un bilan, pour faire un bilan, il faut le mettre dans un tableau où vous prenez la balance du côté positif et du côté négatif et vous mettez des secteurs. Et après, par chaque secteur, vous allez voir où est-ce que ça a évolué, très bien, où est-ce que ça n'a pas évolué. On nous parle ici du budget. Quand on parle du budget qui est passé à 16 milliards, si on compare la vie, évidemment, il vient de dire que je peux être d'accord avec lui comme société civile. De la même manière, il sera d'accord avec moi parce qu'il vit avec la population. Si on compare la vie que la population est en train de mener aujourd'hui avec un budget de 16 milliards et la vie qu'on menait avant, je crois qu'il n'y a pas match. Les gens souffrent, la misère est de plus en plus grandissante, la pauvreté est de plus en plus noire. Et donc, il n'y a rien qui se fait de plus à part une certaine classe qui est au pouvoir, qui prend l'argent, comme l'avait dit, je ne cesserai jamais de le féliciter, l'honorable Kazadi, qui était ministre des Finances, il faut tout réfléchir après. Et donc, il n'y a que cette classe-là qui peut se féliciter, effectivement, qui est minoritaire et où on retrouve l'IDPS avec mon frère Maître Hubert qui se retrouve bien et qui prend tout l'argent. Donc, il ne peut que se féliciter pour ça. Si on parle du taux de dollar qui a baissé, c'est de
À la limite, je cherche un terme qui serait mieux que de l'escroquerie étatique, parce que ça a diminué, le taux a diminué, mais le prix, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les carburants que nous on a acheté, tout ce qu'on a acheté comme piedi, tout ce qu'on a acheté comme maïs, ce que vous achetez avec la valeur de $10, vous êtes obligé d'ajouter encore 3 000 francs, 4 000 francs ou 10 000 francs pour avoir le même équivalent. Et donc, la personne qui gagnait 150 000 francs pour payer les loyers, il est obligé encore d'ajouter quelque chose pour ajouter. Et donc, on ne peut pas se frapper. Et par contre, c'est vrai qu'il faut saluer cette mesure d'avoir fait la diminution du taux d'échange. Mais quelles sont les mesures qui l'ont accompagné? Il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Ce qui fait que la population a été escroquée d'une manière comme on nous avait bouffé avec les rames. Donc, ce que vous aviez comme valeur de $10, pour l'avoir aujourd'hui, il faut ajouter encore autant de francs. Et donc, ça a diminué en termes de panier de la ménagère. Ça, il faut noter. Si on prend sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, combien de ponts on a construits, combien d'écoles ont été construites? On parle du programme de développement local PDL. J'aimerais vous dire, mon frère maître, et tous ceux qui nous écoutent, ils le savent. Je ne me vante pas, ce programme a été la première personne d'avoir parlé du programme local de développement. C'est moi, Dieudonné Mouchagalou. Ça, c'était à l'époque, je vous donne l'historique. Tout simplement, ça a échoué parce que vous n'avez pas suivi ce qu'on a donné comme élément. C'était à l'époque de Janine Mabunda, quand elle était présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons formulé des observations pour dire, au lieu de continuer à dilapider de l'argent, mieux vaut qu'on puisse prendre une quotité. Et là, j'avais proposé à l'époque $1 million qu'on devait donner à chaque territoire. À ce moment, l'argent qu'on va donner au territoire, avec des assignations précises sur le plan des infrastructures, sur le plan d'investissement, ça va avoir des effets d'entraînement pour permettre à ce que c'était pour parer plutôt au déficit de la caisse de péréquation qui ne fonctionne pas. Malheureusement, l'argent est arrivé autant de millions de dollars. Aujourd'hui, il y a des territoires qui n'ont jamais bénéficié de ça. Tout simplement parce qu'on a changé la ligne de conduite et l'idée générale. Vous pouvez creuser et je mets quiconque au défi, puisque la documentation existe. J'étais la première personne à donner cela parce que le développement, c'est mon travail. Malheureusement, les amis qui sont autour du chef de l'État, ils ont trouvé l'occasion de se faire de l'argent. Et il y a aujourd'hui des territoires qui n'ont jamais bénéficié d'un seul projet visible à impact rapide, à impact permanent, à impact durable. Il y en a, on peut faire le tour de tous les territoires. Mais si on avait appliqué la manière, donc, le PDL a échoué, mon frère maître. Donc, il faut repenser ça et il faut faire appel aux experts. Et peut-être la société civile peut vous aider. Si on quitte, là, on va sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, les chefs de l'État avaient trouvé un pays qui était unifié. Aujourd'hui, on va rentrer sur ça peut-être dans le deuxième chapitre, mais parlons de la partie qui est sous contrôle du gouvernement. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, on a les Mobondo par-ci, par-là, on a des Koulouna, on a même une insécurité créée par l'État lui-même. Et ça, je dénonce, je ne cesserai jamais de les dénoncer. Si vous regardez la police spéciale de roulage et de circulation, aujourd'hui, il y a 3 endroits où ces éléments, je ne parle pas du corps de la police, mais certains éléments de PCRC, mais la désolation, l'insécurité auprès de la population. Juste ici, au niveau du croisement de la poste, à côté au croisement de la poste ici, il y a des éléments là, lorsque vous êtes au volant, même que ce soit une maman, quand il voit des roulages, au lieu d'être en paix, on commence à trembloter. Vous allez ici au croisement de Sabena, il y a des éléments de PCR qui sont là, on dirait le commandant de la ville ne voit pas ces éléments-là. Vous arrivez au pont Gabi, là n'en parlons pas. Donc des éléments de la police, évidemment pas tous les corps, et on ne sent pas le rôle du commissaire provincial de la police ici à Kinshasa. Et donc, malheureusement, quand des éléments là dérangent la population, moi je suis de la population, je dois être en mesure de défendre tout ce que nous faisons comme baromètre. Et donc, mais on ne voit pas même ces policiers-là, ils dérangent, ils vous suivent au volant, ils vous ravissent des clés de contact, des fois ce sont des accidents qui se font, et ça sème l'insécurité au sein de la population, et malheureusement, on ne verra pas ces policiers-là, ça sera l'image du chef des ordres, ah, Mboka Félix, tous ces éléments, ce sont des éléments qu'on peut indiquer, mais comme il y a cette autosatisfaction de croire que la sécurité est bien, mais ça ne peut pas avancer comme ça. Donc, il faut prendre autant d'éléments qu'il faut pouvoir être en mesure de corriger. Et donc, voilà ce que je peux donner comme bilan. Sur le plan diplomatique, effectivement, il faut féliciter les chefs de l'État. Là, je suis d'accord avec vous. Le fait quand même qu'on a pu obtenir ces accords, même si on ne les a pas bien négociés, on y reviendra aussi. Mais le fait que le chef de l'État a montré à la communauté internationale qu'il veut la paix, et pour y arriver,
il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qu'il faut prendre, et c'est là où je vais citer dans la deuxième partie. Quand les chefs de l'État ont tendu la main, quand on a fait l'accord sur les minéraux au niveau des États-Unis, la résolution dont vous êtes en train de parler, il y a un élément commun sur les trois textes. Vous êtes juriste de formation, un avocat de plus. Si vous regardez dans les trois instruments-là, vous retrouverez partout, on parle du dialogue, des problèmes internes. Donc, la situation que nous vivons en RDC, il faut l'axer sur trois éléments. Il y a la phase externe qui est avec les Rwandais, bien sûr, où on va résoudre ça. Il y a la phase interne qui concerne tout ce que nous avons comme difficultés, comme problèmes internes. Mais il y a aussi cette question liée à la gouvernance qu'il faut améliorer pour ne pas donner l'occasion aux autres pour pouvoir utiliser ça comme arme contre. Alors, M. Trésor Kalala, également, vous, un bilan de la République démocratique du Congo, ou alors que l'on évoque également des dossiers, notamment la sécurité avec la diplomatie, aussi le social qui ressort un peu plus. C'est vrai qu'on est en train d'évoquer de manière générale, mais il fallait le dire, par exemple, en ce qui concerne les PDL 145 territoires, est-ce qu'il faille aujourd'hui se dire, oui, on va exécuter les PDL 145 territoires, alors que les problèmes des provinces sont connus. Chaque province a une particularité. C'est bien beau de dire, oui, on va créer des hôpitaux, des écoles et autres, mais je prends l'exemple du Kasaï central. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est le barrage. Les barrages de Katende. C'est la grande route qui va vers l'Angola, Kalambambouji. Ce sont aujourd'hui des projets porteurs d'espoir pour le Kasaï central, par exemple. Mais qui, aujourd'hui, on va le dire, au-delà de la gouvernance de 2025, bien avant, qui n'ont toujours pas trouvé des solutions. Le chef de l'État est descendu pour lancer le coup, pour donner le coup d'envoi du lancement de cette route. Mais aujourd'hui, allons voir ce qui est fait. Parlons du social, évidemment. On a évoqué la question du baisse du dollar, on a évoqué l'accord, on a évoqué Doha, on a évoqué également le Rwanda qui a été désigné finalement comme agresseur. Merci beaucoup pour la question. Je crois que vous avez ramassé toutes les questions qui devaient, en principe, régorger notre bilan dans le point sécuritaire, économique et même politique. Ici, madame, je donne l'exemple d'une famille. Si au cours d'une année, dans une famille, nous avons acheté un véhicule, nous avons construit une maison, nous avons marié des enfants, mais au cours de cette même année, nous avions perdu 3 membres de la famille. Je ne pense pas que cette année-là serait rose pour nous. Donc, je dirais, le bilan pour moi, 2025, c'est le plus pire des bilans depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. J'apprécie cet exemple. Madame, nous avons construit des aéroports, nous avons inauguré des ponts, nous avons construit des écoles. Il y a eu beaucoup de réalisations au cours de cette année. Nous avions remporté même plusieurs victoires sur les points diplomatiques. Il y a des résolutions qui ont été citées ici. Les Rwandais aujourd'hui ont été mis à nu. Nous avions signé des accords. C'est bien beau. Mais madame, nous avons perdu une grande partie de notre territoire, de notre pays. Du fait que nous avons perdu une bonne partie du territoire de notre pays, moi je suis totalement déçu. Nous avons tout acheté, nous sommes réjouis. Mais nous avons perdu 3 membres de la famille. Nous avions perdu 3 grandes villes. Bukavu, Goma, Uvira, sans compter les autres territoires. Nous pouvons construire, nous pouvons baisser les taux de dollars, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Mais si nous perdons ces pays, à quoi nous serviraient toutes ces réalisations-là? Donc pour moi ici, la question la plus primordiale, la question des questions, c'est la question sécuritaire qui nous lie à l'intégrité territoriale. C'est la priorité de tout. Parce que tout ce que nous réalisons, c'est sur notre territoire. Mais quand nous perdons petit à petit notre territoire, jusqu'à les perdre totalement, qui devait être notre joie à construire des hôpitaux, des ponts, des routes, à baisser les taux de dollars. Moi, je suis à ce niveau-là. C'est comme ça que je dis, les bilans, pour moi, il n'a pas été positif. Pourquoi?
parce que nous avons perdu une grande partie de notre territoire. Là, c'est sur le plan sécuritaire. Allons sur le plan économique. Moi, je suis contre ceux qui vantent en fait, l'appréciation du dollar, en fait, du franc congolais sur les dollars. C'est de l'embellie, les économistes ne vont pas me contredire. C'est du cosmétique. Ce n'est pas une baisse réelle, madame. Nous devons être sérieux, ça c'est notre pays, nous devons l'aimer. On ne doit pas applaudir pour applaudir. Moi, je ne suis pas aveugle, je suis un intello lucide, soutenant les chefs de l'État. Ok? Comment expliquer que moi, je pouvais avoir 28 000 francs pour faire mes achats? Mais aujourd'hui, quand j'ai 10 $, c'est 20 000, 21 000 ou 22 000, je dois donner 10 $ et ajouter encore quelque chose au-dessus. Quelque part, on est en train de détruire mon pouvoir d'achat. 100%. Je pose la question. Nous avons bénéficié quoi dans la baisse du prix de dollar? Au fait, du taux. Le Congolais a bénéficié quoi concrètement? Bien au contraire. Moi qui avais 280 000 francs hier, aujourd'hui c'est 210 000 francs ou 220 000 francs. Pendant que sur les marchés, en fait, les articles n'ont pas baissé de prix. Mais est-ce que ce n'est pas aussi Ce n'était pas coordonné, cette mesure-là. L'objectif, c'est de nous permettre à nous d'apprécier le franc congolais, Non. de payer en franc congolais, de faire tous nos marchés, nos démarches en franc congolais. Alors là, il ne faudrait pas être c'est pour hypocrite dire avec que, le peuple. Disons-le, la personne qui avait 200 000 francs congolais avec le taux de 28 000 francs, aujourd'hui, lorsqu'il gagne le 200 000 francs congolais, avec le taux de 22 000 francs, il a gagné ou il a perdu? Le problème est au niveau du marché. C'est ça le problème. Au niveau du marché, les articles sur les marchés. Moi, je crois que ça devait être... C'est bien d'abord. Moi, je suis pour que notre monnaie soit appréciée. Mais moi, je crois que cette mesure devait être coordonnée. Le ministère du Budget, des Finances, de l'Économie, avec les opérateurs économiques, pour que, quand nous constatons cette appréciation du franc, mais que les prix sur les marchés puissent suivre. Mais là est-ce que le problème, c'est au niveau de la gouvernance? C'est Voilà. Justement au niveau de la gouvernance. Je voulais dire parce que la question devait être traitée lorsque la Banque centrale fait baisser le taux du dollar. C'est le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, qu'il faille étudier le mécanisme à suivre. C'est comme ça pour que j'ai dit, permettre à la ce que mesure n'a pas été, il n'y a pas eu coordination. Ok? il n'y a pas eu appui de la gouvernance, parce que la Banque centrale, c'est la monnaie. Effectivement. Et c'est le gouvernement qui devait, en principe, suivre et accompagner ces mesures. Mais ça devait, moi, je crois qu'il devait y avoir un cadre de concertation sérieux avant que le gouverneur de la banque ne puisse prendre cette mesure. Il fallait qu'il y ait une bonne coordination pour que la population ne puisse pas souffrir. Parce que, madame, vous êtes consciente que nous tous ici, notre économie est basée sur les dollars. Et avec ce mouvement-là, nous sommes en train de souffrir, et sérieusement en train de souffrir. Moi, je crois qu'on peut prendre toutes les mesures. J'ai entendu le gouverneur de la banque qui a dit qu'il a touché aux réserves d'échange et consorts. C'est cosmétique, c'est temporaire. La vraie mesure, ou la vraie technique pour que le dollar ou notre franc soit apprécié, ça serait la production à l'interne. Si nous produisons à l'interne, nous exportons, nous aurons les devises qui entreront chez nous naturellement et les prix sur les marchés sera réglé d'aussitôt. Donc on ne doit pas passer par des techniques, je dirais un peu louches, c'est de l'escroquerie, c'est du cosmétique. Pour soi-disant, en fait, le fonds est apprécié, mais dans le fond, cette appréciation ne profite pas à la population. Bien au contraire, ça fait encore souffrir la population davantage. Donc sur ce point, je ne suis pas d'accord. Je vais finir avec la politique. 2025, nous avions eu deux gouvernements. Bon, encore, pour quelle finalité? Nous sommes en train de déplorer, vous dites, problème de gouvernance et tout, et qu'on soit par rapport au taux. Moi, je crois que si, durant cette année, on avait concentré toutes nos forces dans l'investissement dans l'agriculture, par exemple. On prend toute l'année 2025, nous nous concentrons sur l'agriculture, industrialisée, au point que nous pouvons exporter. Je crois qu'on ne connaîtrait pas ce problème de dollars, toujours réserve d'échange, pour pallier à l'appréciation du franc congolais.
Nous avions eu deux gouvernements avec des ministères qui n'ont pas produit les résultats. Plusieurs ministères, je dirais plusieurs ministères, excepté ici peut-être le ministère des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba, qui on peut applaudir. Bon, en dehors d'elle, je ne sais pas. Bon, oui, un peu en fonction publique. Enfin, vous voyez que nous avions du mal à détecter les ministres qui ont vraiment produit des résultats. La justice, finalement, avec Moutamba. Bon, il y a eu Moutamba et puis il y a celui qui les remplace. En fait, tout est comme nous sommes en train de voir. Donc, bref, vous comprendrez avec moi que j'estime que le bilan ou l'évaluation de l'année 2025 pour le gouvernement, ça a été un échec. Et selon moi, depuis que le président de la République a pris le pouvoir en 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'année la plus mauvaise. Nous avons perdu nos territoires. Il y a eu grogne sociale. Au niveau sécuritaire, même la sécurité urbaine n'a pas été vraiment à son niveau. Je suis en train de déplorer. Je crois que peut-être la deuxième partie, là, nous parlerons... Nous allons prendre des pistes de solutions, évidemment, avec les perspectives de l'année 2026. Et déjà, je vais aborder dans le sens que, par rapport au gouvernement, je vais développer, en tout cas, il y aura un nouveau gouvernement. Trésor Kalala, moi, ici présent, je suis en train de plaider pour qu'on m'accorde le ministère de la Jeunesse. Parce que j'ai des choses à faire avec ces ministères-là. On va en parler justement. Parce que je trouve que à la deuxième partie. Un pays en guerre il faille pas mériter un ministre de la Jeunesse qu'on a. Il faut un ministre comme Maître Trésor Kalala qui a des choses à donner à cette jeunesse. Ça, c'est un plaidoyer que je lance en direct. Nous allons développer et j'espère que je serai écouté. Au moins, lui, il n'est pas hypocrite. Il ne vient pas critiquer pour aller demander en dessous. Il les demande ouvertement. Ouais. Monsieur le gardien général du courant de la Révolution, monsieur Apouyo, quel bilan dressez-vous justement avant d'aborder justement ce débat pour les perspectives d'avenir? Merci, madame, pour la parole. Une fois de plus. 2025, quel bilan pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plan diplomatique, sécuritaire, social et économique. Vous savez, madame, un jour, je suivais les documentaires de Lumumba. Et j'ai compris qu'il avait un autre point de vue que la quasi-totalité des politiciens congolais. Kasavubu Bouki lui dit, le Congo est grand. Et lui qui rétorque pour dire, le Congo n'est pas trop grand. Le Congo nous demande de la grandeur. Vous comprenez qu'on est en phase, on est face à deux approches. Je tiens à rappeler ici que le Congo, c'est la locomotive d'Afrique. Frantz Fanon l'a dit. Vous ne pouvez pas avoir une Afrique forte si vous n'avez pas un Congo fort. Et donc, pour atteindre cette mission sacro-sainte, nous assignée par le destin, il faut que le Congo soit dirigé par une élite éclairée, une élite circoncis à la gestion de la chose publique. Le sujet est très vaste et il n'est pas aisé de prendre la parole après de brillantes interventions de mes prédécesseurs. Mais quand même, on va s'efforcer. Madame, je tiens d'abord à préciser ici que, bien avant le président, Félix-Antoine Tshisekedi, on a connu le président Joseph Kabila. Il a clairement identifié l'ennemi, Paul Kagame. Bien avant Joseph Kabila, il y a eu son père, Laurent Désiré Kabila. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec YouTube, il suffit juste d'entrer, vous allez trouver les images. Ils ont clairement identifié l'ennemi, Paul Kagame. Mais je tiens à rappeler ici, pour des raisons pédagogiques et historiques, que ici, on est face à deux scénarios clairement opposés. En 1997, 98, 99 jusqu'en 2001, vous êtes face à une administration incarnée par les démocrates, Bill Clinton. Et vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas du point de vue historique, tout démontre noir sur blanc que la personne qui a piloté la politique sanguinaire de Paul Kagame, c'était M. Bill Clinton. Et c'est lui qui était aux affaires. Et donc, si aujourd'hui Donald Trump est plus attentif aux questions de l'Est, cela n'a pas été le cas en 1997 jusqu'en 2001. Vous comprenez un peu? Donc, le président de la République, je ne suis pas en train de minimiser son travail, mais je suis en train de contextualiser que bien que l'ennemi soit identifié avant, mais les acteurs politiques qui dirigeaient le pays à l'époque étaient face à des gens qui montraient de l'hostilité, vous comprenez, qui ne pouvaient même pas ou qui ne voulaient même pas entendre cette question-là. Donc on parle de la diplomatie, la question. De la diplomatie. Oui. Mais le président de la République, il faut le reconnaître, a su jongler
n'est-ce pas, avec l'avènement du président Donald Trump, parce que le succès que nous enregistrons aujourd'hui, à l'époque de Joe Biden, il faut les rappeler qu'on n'avait pas connu ces avancées. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que Joe Biden, c'est un démocrate qui a été porté par Obama, n'est-ce pas? Et comme les démocrates, on sait bien leur politique, ils sont là, ils ont une façon d'agir, contrairement aux républicains. Donc, du point de vue historique, je tenais quand même à rappeler que le président Tshilombo n'est pas le premier à identifier clairement l'ennemi. Mais au moins, on va les reconnaître le mérite de jouer diplomatiquement pour qu'aujourd'hui nous ayons cet accord. N'est-ce pas? L'accord de Washington. Donc là, c'est un succès qu'il faut les rappeler. Mais un succès limité au niveau de papier, madame. Parce que je tiens à rappeler que la diplomatie n'est rien d'autre que la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est le professeur Biola qui le disait souvent, n'est-ce pas? Paix à son âme. Vous ne pouvez pas espérer avoir des résolutions. Vous ne pouvez pas espérer avoir des accords, encore que les accords n'ont pas un caractère contraignant. Vous comprenez un peu? Et donc, vous ne pouvez pas espérer baser votre souveraineté sur les accords. Madame, lorsque vous voulez sauvegarder l'intégrité territoriale de votre pays, vous devez développer une force de dissuasion qui permet à l'ennemi de comprendre que vous êtes à mesure de répondre à ces attaques. Madame, parce que ces accords, ces traités que nous signons, ces accords que nous signons, n'ayant pas un caractère imposable en amont, peuvent ou ne pas être respectés par les deux parties. On le dit, les États-Unis d'Amérique n'ont pas eu froid aux yeux pour agresser, pour aller traquer Ben Laden jusqu'en Afghanistan. Vous savez, madame, la question de Ben Laden, il y a beaucoup de choses à dire, parce que jusqu'à aujourd'hui, d'après certaines indiscrétions, il serait encore en vie. Et deuxièmement, il faut préciser que Ben Laden, c'était le chef d'un mouvement terroriste. Vous comprenez un peu? Il n'a pas dirigé un État. Vous comprenez un peu? Donc, essayez un peu de faire la part des choses. Là, c'est sur le plan diplomatique. Moi, je pense qu'on peut signer tous les accords que nous voulons. Dès lors que nous ne développons pas le mécanisme d'imposer la force, n'est-ce pas, à notre agresseur, on ne va rien espérer. Du point de vue psychologique, lorsque vous lisez Paul Kagame, Paul Kagame, c'est un militaire. Lui, il fait partie de ceux qui pensent que lorsqu'on a la force, on a droit de prendre tout ce que l'on veut. En fait, il fait partie de ceux qui pensent que le monde est dirigé ou est séparé en deux. Vous avez les dominants, vous avez les dominés. Et dès lors qu'il dispose des moyens d'avoir ce que lui, il veut, il s'estime dans la légitimité, n'est-ce pas, de prendre ça de force. Vous comprenez un peu? Et donc, si nous pouvons espérer, si nous pouvons chanter la victoire sur le plan diplomatique, mais il faut constater quand même que le porte-parole du gouvernement a dénoncé les incursions répétées, n'est-ce pas, de M23, AFC, n'est-ce pas, via le troupe rwandaise. Ça signifie simplement qu'au-delà de ce qu'on a signé comme accord, n'est-ce pas, sur terrain, nous continuons de nous battre, n'est-ce pas? Ces gens sont déterminés à avancer. Vous comprenez un peu? Et donc, si nous chantons la victoire sur le plan diplomatique, il faut reconnaître que sur le plan opérationnel, sur le plan défense et sécurité, ça pose problème. Là, c'est d'un côté. Sur le plan social et économique, j'ai aimé les interventions de mes prédécesseurs. Tout économiste sérieux vous dira que cette dépréciation, n'est-ce pas, de la monnaie étrangère, c'est-à-dire le dollar, ne repose sur rien, objectivement. Je pense que le maître l'a dit, n'est-ce pas? Vous citez tous les grands professeurs, Godin, Pouillet, les autres, qui sont de l'union sacrée, ils le disent à haute voix. Vous injectez, n'est-ce pas, des billets en francs congolais pour occasionner la dépréciation, n'est-ce pas, du dollar, mais cela n'a pas d'assise, madame. Mais justement, vous comprenez un peu. La question aujourd'hui, lorsqu'il y a ce bilan, c'est justement la question de la gouvernance. Madame, c'est une matière liée à la gouvernance. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça au début je vous ai dit. Parce que lorsqu'il y a une politique générale du chef de l'État qui repose sur un individu pour mener à bien des actions, il faille au gouvernement de soutenir cette action. Si les personnes qui sont censées siéger avec le président au Conseil des ministres n'arrivent pas à soutenir une décision du gouvernement sur la gestion de la monnaie, parce que même le chant franc-congolais le dit. Si vous me permettez, pour atterrir, je pense que
pendant la prise de parole pour le deuxième tour, je pense que chacun aura le temps, n'est-ce pas, d'intervenir pour donner des pistes et des solutions. Là, on est en train de peindre la situation politique générale, n'est-ce pas? On est en train de donner notre son de cloche. Voilà un peu. Donc, je pense que objectivement, sur le plan économique, n'est-ce pas, la dépréciation ne peut pas être comptée comme un atout, n'est-ce pas, qu'on peut, brandir comme preuve d'une réussite. Et lorsque nous parlons des questions économiques, vous savez, madame, à un moment donné, nous devons être sérieux. Parce que les gens qui nous suivent, Télé 50, c'est une chaîne internationale, je suppose qu'il y a des gens qui nous suivent à l'étranger. Ils doivent quand même sentir en nous une certaine dose de sérieuxité. Et j'ai aimé les interventions de mes prédécesseurs. Vous savez, ailleurs, quand on parle de questions économiques, on parle de SMIC. On ne dit pas qu'il y a une dépréciation. On demande le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est combien? Parce que c'est ce qui donne le pouvoir d'achat. Vous ne trouvez pas ces débats ici au Congo. On parle du taux de chômage, madame. Le président Tshisekedi a trouvé le taux de chômage à combien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a combien pour l'évaluer? On sait que, en fait, pour la plupart des cas, si on veut engager les agents dans les entreprises publiques, n'est-ce pas? Il n'y a pas généralement le concours qu'on organise. Alors que nous tous, nous étudions. Quand il faut engager, n'est-ce pas, les agents dans les services étatiques, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des recommandations. Là, c'est une évidence. Vous comprenez? Et du coup, on assiste à une sorte d'oligarchie comprador. Et donc, si nous voulons évaluer le président de la République en termes de son évaluation sur des questions économiques, je pense que nous devons tabler sur des questions de fond. Aujourd'hui, nous avons un code minier qui prévoit la privatisation. Lisez le code minier. Ça signifie, moi, Bongunda, tel que je parle, si j'ai mes moyens, je peux avoir, n'est-ce pas, comment vous appelez ça? Un carré minier à moi seul. Vous comprenez un peu? Alors que nous savons tous qu'aujourd'hui, Lualaba, par exemple, représente 70% en termes de production de minerais mondial, sur le cobalt, par exemple. Est-ce que ce ne sont pas des matières où l'État devrait garder des monopoles au lieu de privatiser? Ce sont des questions essentielles sur le plan économique, n'est-ce pas? Au lieu de venir nous dire la dépréciation des francs congolais, etc. Vous comprenez? Sur le plan social, moi j'estime en toute humilité qu'aucun Congolais sérieux ne va dire qu'il y a eu une amélioration. Les dire ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de reconnaître les efforts fournis par le chef de l'État. Moi, personnellement, j'aime les efforts, les sacrifices consentis par le chef de l'État, ainsi que toutes les institutions de la République. Malheureusement, ici, on n'est pas là pour constater ou pour féliciter les efforts. Nous sommes au niveau de l'évaluation. C'est-à-dire... Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Ça a réussi ou ça n'a pas réussi. Et je pense qu'à ce niveau-là, tout Congolais conscient devrait être capable de dire que quand même, il y a encore un grand travail à faire. Pour chuter, le Congo n'a pas un problème d'hommes en amont. L'UDPS a milité pendant 32 ans, 37 ans, je ne sais pas combien d'années, pour avoir l'alternance au sommet de l'État. L'alternance. Une fois aux affaires, l'UDPS est englouti par le système qu'il avait combattu, simplement parce que l'UDPS n'a pas compris que le combat n'est pas simplement au niveau de l'alternance. Le combat, c'est au niveau de l'alternative. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous voulons créer un Congo fort, prospère, qu'est-ce qu'il faut en termes de paradigme? Vous comprenez, madame? Et dès lors que nous n'abordons pas ces débats sur le fond, sur l'aspect politique, sur l'aspect économique, sur le plan social, je pense qu'on va continuer les débats, n'est-ce pas? Mais nous n'aurons pas d'avancée sur terrain. Mais Merci. justement, un tableau assez mitigé où il y a des pour et des contre, mais le vrai problème aujourd'hui, est-ce que ce n'est justement pas cette gouvernance? Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle gouvernance, on a l'habitude de parler plus président de la République, alors qu'il y a le chef du gouvernement qui est là, qui est censé conduire, porter même cette vision du chef de l'État. Le chef de l'État a la vision, mais c'est le gouvernement qui applique cette mission aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on doit dire que rien n'a marché, ça veut dire que le gouvernement a échoué. Ça veut dire que dans la mise en application des choses, ça n'a pas été fait correctement. Aujourd'hui, on déplore, par exemple, on a déploré, par exemple, la question de l'évaluation du dollar. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas su mettre en application cette vision voulue par le chef de l'État de l'appréciation du franc congolais. Si on évoque aujourd'hui les questions sécuritaires, ou M. Trésor Kalala, qui le dit clairement qu'on a échoué parce que l'ennemi a encore occupé des terres congolaises. Ça veut dire qu'il y a des questions sur le plan de la gouvernance, par exemple, sur la défense qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, l'aborder clairement, c'est
est-ce qu'il revient tout simplement de dire, bon, on va changer de gouvernement? Parce que apparemment, lorsqu'il y a trop de critiques, on se dit, on change de gouvernement. Est-ce que c'est la recette miracle ou il faille voir le problème en amont? Dans Madame, le fond. Je pense que je vais demander à ce que vous m'accordiez un peu quelques temps parce que c'est pas facile. Et bien sûr que être dans un plateau de 4 personnes et 3 partagent un avis, bien sûr qui soit contraire de mon avis, quant au bilan du gouvernement. Donc permettez que j'aie un peu le temps minimum de répondre à chacun, tout en commençant bien sûr par M. Dieudonné, qui est le président du panel des experts de la société civile, qui a semblé démontrer que le gouvernement crée lui-même l'insécurité. Il a donné les exemples de certains roulages et tout ça qui, pour moi, ça dénote des faits personnels. Parce que je vais répondre que lorsque quelqu'un se sent en droit, on a piétiné ses droits, il est aussi dans le même, pour ne pas faire la tautologie, dans le droit de porter plainte. Ici, c'est quelqu'un qui est au volant, qui vient devant le plateau dire « j'ai été victime d'un fait ». Qu'il soit de la police ou d'un militaire, qui sont justiciables devant les cours et tribunaux. Est-ce qu'a-t-il porté plainte et qui n'a pas trouvé gain de cause? Parce qu'ici, ne parlez pas comme si le fait pour lequel il dénonce, c'est un fait populaire. Non, ce sont des faits qui sont décriés. Vous avez vu la police, les ministres de l'Intérieur, le général également de la police dénoncer que chaque fois qu'un individu se retrouve devant un policier qui détourne la mission, qui est la mission publique, il faut porter plainte. Au besoin, aller même au-delà de filmer pour faire porter cela devant les autorités compétentes. Mais dans les cas d'espèce, vous n'allez pas prendre un fait isolé pour dire c'est le gouvernement qui crée l'insécurité. Voilà, il y a eu les roulages qui ont arrêté tel. Tia Moupanzi, c'est que nous avons entendu tous de la population décrier les faits. Et les autorités ont intervenu, il y a eu des actions de punition. Donc nous pouvons dire que à ces faits, que M. Dieudonné pourrait charger le gouvernement comme échec. Je dis, ça ce sont des faits privés, dont la Constitution et les lois de la République donnent à chacun de nous le pouvoir de saisir l'autorité compétente. Lorsque vous ne saisissez pas l'autorité compétente, vous n'arrivez pas devant le micro pour dénoncer comme échec du gouvernement. Parce que il vous appartient en tant que victime de saisir l'autorité compétente. Ne l'ayant pas fait, ce n'est pas l'occasion pour moi de dire que le bilan du chef de l'État a été un échec parce qu'il y a certains policiers qui s'écartent de la mission publique. Et de l'autre côté, il évoque aussi l'échec qu'on ne peut pas reposer, donc la souveraineté d'un État sur les accords. Je vais vous dire, madame, également que les accords dont nous parlons aujourd'hui, si nous les évoquons publiquement, c'est parce que ça a des effets qui sont positifs sur le plan national. Voilà pourquoi on a évoqué la résolution 2808. Il n'y a que Congolais lui-même qui est bénéficiaire, ce que je déplore ici, parce que je suis devant les 3 co-débatteurs qui sont intellectuels, qui comprennent bien les choses dont la population a besoin d'avoir plus d'explications et qui ne pas mettre dans l'actif du gouvernement, encore du régime, ces résolutions qui apportent de l'éclairage que nous avons tant entendu, nous tous. Nous voyons la guerre dans toute l'Afrique et nous connaissons les effets sur le plan national de chaque pays et sur le plan international. Sur le plan international, nous pouvons arriver à faire voter toute une résolution à l'unanimité. Et nous devons nous battre, effectivement, nous démontrer nous-mêmes que nous sommes si forts au niveau international. Parce que les autres nous reconnaissent cette qualité, mais nous-mêmes au sein du pays ou au sein de la société civile, les gens ne veulent pas reconnaître les efforts des gouvernements ou des gouvernances qu'apportent les gouvernements ensemble avec les chefs de l'État.
Et vous allez, monsieur Trésor Kalala, qui, déjà dans sa prise de parole, permettez, c'est mon avis, parce qu'on ne peut pas se couvrir d'être alliés qui ne partagent pas le bilan. Nous devons être clairs, parce que le bilan de gouvernance, c'est un bilan pour ceux qui sont au pouvoir, mais il à la gestion de... Non, permettez, madame. Il n'a pas nié, être allié. Il a dit être allié ne veut pas forcément dire que... Quand quelqu'un affirme par devant le micro que le bilan, c'est un échec et que nous avons perdu, je vais ici rectifier. La République démocratique du Congo n'a pas perdu son territoire. Ça doit être clair. Le territoire congolais est occupé par les ennemis. Nous devons être clairs dans les propos. Parce que la population qui n'a pas quelqu'un pour l'expliquer comprendra qu'on a perdu Goma, on a perdu Bukavu, ne sont plus congolais. Parce que M. Kagame, le président rwandais, vous dit, je ne suis pas au Congo. Goma et Bukavu, ce sont les M23 qui sont là. Je félicite leur retrait de Ouvira, la terre congolaise. Est-ce que nous devons, nous en tant qu'intellectuels, dans nos propos, dire que nous avons perdu un territoire? Non. Les territoires, permettez madame, les territoires dans un français clair pour la population est occupé. C'est un territoire congolais qui est occupé par les ennemis de la paix et une armée étrangère qui est l'armée rwandaise, reconnue par la résolution 2808 et qui demande ou ordonne à ce que cette armée se retire des territoires congolais. Donc, je veux que la population comprenne que c'est que maître, cher confrère, venait de dire que le territoire est perdu. On a perdu et on ne permettra pas, surtout les chefs de l'État l'ont dit, aucun centimètre de notre territoire être cédé à qui que ce soit. Justement, donc ce sont les territoires congolais qui sont occupés illégalement. Lorsque M. Poutou, M. Kalala parle de territoire perdu, c'est en termes de gestion au quotidien, c'est en termes de gouvernance. Oui, nous avons perdu la gestion de ces villes de la République démocratique du Congo. Il faudrait être honnête, le dire. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne peut pas donner d'injonction à Goma, à Bukavu. Et c'était quelques jours avec Ouvira. Donc, dire perdu, c'est en termes de gouvernance. Pendant l'occupation, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a perdu cette gouvernance pendant que ces villes sont occupées. Et ça demande un son contraire pour que la population comprenne que ce ne s'agit pas d'une perte d'un territoire, madame. Et il fallait que j'intervienne pour que la population comprenne que la RDC n'a pas perdu un territoire. Oui, la précision aussi est importante. Les territoires congolais sont occupés par les ennemis. Parlant du... Parce que je dois répondre avant d'arriver à votre question, madame. Merci beaucoup. On vous le concède. Oui, parlant du taux des dollars, permettez que parmi nous ici, il n'y a aucun fonctionnaire, et surtout encore moins mes co-débatteurs. Un fonctionnaire congolais payé en francs congolais, qui voit, parce que le fait que les dollars soient baissés, les salaires du fonctionnaire n'a pas baissé, madame. Celui qui recevait 2 millions ou 2 millions 500, qui n'avait que 800 ou 700 dollars, aujourd'hui avec la baisse de 22 ou 23, il a déjà 1200 ou 1100 dollars. Permettez, les sacs de ciment qui s'est négocié à 10 dollars, au moment de la paye des taux de 28, aujourd'hui, celui-là peut se taper 1000 sacs de ciment. Avec le même 2 millions 500 Mais justement, M. Poutoula, vous rejoignez justement la question que je posais aujourd'hui. La question, ce n'est pas seulement une question du baisse du taux du dollar, mais c'est une question d'appréciation du franc congolais qui devait être réfléchi en termes de gouvernance dans la gouvernance de la République. C'est vrai que les faits sont réels, mais les faits ne sont pas accompagnés aujourd'hui. Ce qui permet à ce que au sein de la République, il n'y a pas que les fonctionnaires. La politique est celle-là, bien sûr, parce qu'il y a une grande partie de la République démocratique du Congo qui sont consommés. Ces fonctionnaires payent les loyers en dollars. Ces fonctionnaires, aujourd'hui, la politique, bien que l'on ait dit, par exemple, que le loyer puisse être payé en francs congolais, c'est compliqué aujourd'hui de nous dire, franchement, permettez-nous de donner les pistes de solution. Monsieur Jocelyn,
Monsieur Jocelyn, Monsieur Mike Tomba, je veux même aller, Monsieur le chef, oui, Monsieur Jean-Marie Kassamba, accordez-nous du temps, c'est la toute première émission pour faire le bilan et permettre aux téléspectateurs de mieux cerner la question. La problématique, c'est au niveau de la gouvernance, en fait, parce que même lorsque vous évaluez la question de PDL 145 territoires, c'est un projet qui devait, en principe, oui, donné par le chef de l'État, Monsieur Mouchagalou, à la désigner, mais cela devait être dans l'application, prendre en compte les questions des gouvernances. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, parler du développement du territoire, je l'ai dit clairement, à Kananga, lorsque vous parlez développement, lorsque vous voulez parler PDL 145 territoires, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est Kalambambouji. C'est le barrage de Katende. Pour eux, c'est justement ce développement-là du territoire. C'est différent dans les différents secteurs. Parler école, hôpitaux, dans tous ces centres-là, ça ne résout pas réellement les vrais problèmes des provinces. Et ça en appelle à la gouvernance, justement. Je voulais d'abord finir à répondre. Parce oui, que rapidement, parce qu'on est maintenant là, en train de... Non, je n'ai même pas dépassé 5 minutes. Je voulais dire ceci. Oui. Toujours dans la même logique des baisses des dollars, parce que ça, vous savez que l'économie nationale était basée sur les dollars principalement. Tous les prix étaient en dollars. Mais les dollars baissent les prix. Aujourd'hui, les prix sont affichés en francs congolais. Pour un fonctionnaire congolais, il n'a pas besoin de convertir son franc en dollars avant d'aller acheter dans les supermarchés ou bien au marché public, acheter les biens dont il a besoin. Parce qu'il est payé en francs et il souhaite que les prix soient en francs. C'est d'abord la demande que nous avons vue même au niveau du Parlement. On exigeait que l'affichage des prix soit en francs congolais. Mais parce que les francs congolais étaient en baisse et que l'appréciation aujourd'hui du franc congolais permet que les opérateurs économiques affichent désormais les prix en francs congolais. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a un travail en amont. Parce que j'ai suivi les ministres, bien sûr, de l'économie autrefois. Il y avait des inspecteurs économiques qui étaient lancés sur le terrain. Pour faire... La question du taux d'échange a été discutée, a été contredite par le ministre des Finances. On a entendu le ministre de l'économie. 15 minutes, M. Katalaï, s'il vous plaît. C'est la nouvelle année. Accordez-nous cela. Merci beaucoup. Vous êtes en direct. Oui, les membres des téléspectateurs comprennent qu'on demande des ministres de la production. Donc... comme on le disait, donc c'est un problème de gouvernance. On a senti les ministres des Finances qui avaient contredit. Apparemment, tous voulaient s'accaparer cette paternité de la baisse du dollar ou la baisse du taux d'échange. Ce qui amène justement à un problème de gouvernance. Réellement, parce que disons-le aujourd'hui, le sucré, la boisson sucrée qui se vendait à 3 000 francs congolais, 3 500 francs congolais, malgré la baisse du dollar jusqu'aujourd'hui, la bière n'a pas baissé les prix. Pas du tout. Les brassicoles n'ont pas du tout baissé les prix. Et là, il y a le ministère des Finances qui voit, il y a le ministère de l'économie. Où sont les inspecteurs? Pourquoi les brasseries n'ont pas baissé de taux? C'est une grande question. C'est une grande question aujourd'hui. Vous allez vous attarder au riz, aux farines de maïs, mais les brassicoles n'ont rien changé. Ça veut dire qu'eux gagnent maintenant plus avec la baisse du taux du dollar, au détriment de la population congolaise. Et là, c'est la gouvernance, justement. On en appelle à l'interpellation du ministre de l'économie. C'est la gouvernance. Madame? Oui, terminé comme ça, on va parler des pistes de solutions. Oui, on le lui accorde. Alors, parce qu'il a un seul point de vue et puis voilà. Donc, et surtout que je n'ai pas encore répondu au courant intellectuel, bien sûr, qui pense que la République n'a pas un problème de... voulais-je dire, n'a pas un problème d'hommes. En amont. En amont, bien sûr, qu'il y a un problème du système. Et là, il y remet en cause. Il dit, bien sûr, il soutient le président de la République, mais le bilan est mitigé. Donc, je ne suis pas d'avis, parce que vous savez, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de volonté. Parce que si question d'homme, nous avons eu le plus... M. Kasavubu était parmi les hommes sincères de ce pays. Nous avons eu des exemples de ceux qui l'ont connu. Mission, donc remboursement des frais d'émission et tout consort, mais ça n'a pas changé la République. On a un problème de volonté et c'est pour cela, autrefois j'avais dit, si il faut avoir un président de la République qui a la volonté du président aujourd'hui,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec la volonté de faire. Parce que le seul exemple que je vous ai donné, nous avons eu en 2006, le président a la volonté, mais la gouvernance pose problème. Oui, permettez, la constitution de notre pays qui prévoyait la gratuité de l'enseignement. Mais les gouvernements que vous avez cités, les présidents que vous avez connus, qui ont désigné l'ennemi, pour quelle fin? Parce que Mouzé, effectivement, il a désigné l'ennemi, on ne l'a pas donné l'occasion. Le président Kabila dont vous avez cité l'ennemi, pour quelle fin? Parce que la diplomatie du président n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une diplomatie qui a été continue depuis la prise du pouvoir jusqu'à ce jour. Les effets que nous voyons ne sont pas les effets qui tombent du ciel. Alors, ça vient sur un système politique, diplomatique qui a été mis en place par sa volonté politique de voir ces changements venir dans notre pays. C'est là où j'évoquais que votre courant peut-être peut se tromper des stratégies, pensant qu'il s'agit des problèmes d'hommes, alors qu'il s'agit d'un problème de volonté politique. Alors, M. Mouchagaloussa, justement, puisqu'on en vient aux pistes de solutions aussi évoquées, parce qu'on se dit, oui, d'aucuns estiment que la recette miracle, c'est changer de gouvernement. Aujourd'hui, le problème, il est clair. La vision, la volonté du chef de l'État ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait une gouvernance agissante pour que les effets puissent être ressentis de manière positive au sein de la population. Je pense effectivement, ceux qui me connaissent, vous-même d'ailleurs, vous savez, je n'ai jamais versé dans des sentiments personnels. Je parle toujours des faits palpables, des indicateurs. Et je ne pense pas si tout ce que je parlais, on m'a rencontré effectivement dans un sens comme dans un autre, mais je pense que les faits restent vérifiables de la manière dont nous l'avons présenté ici, et l'opinion, les téléspectateurs tirent déjà des conclusions. Et donc, je pense par rapport à cette gouvernance, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a la volonté de faire des choses. Mais ceux qui l'entourent, malheureusement, ne l'aident pas à faire. Puisque moi, j'ai toujours dit que Moutou Botama n'a chance de le Félix Tshisekedi dans Congo Azate. Il n'y en a pas. Malheureusement, ceux qui l'entourent, ceux qui font les dialogues, ceux qui ne veulent pas écouter, comme je ne veux pas dire que vous ne voulez pas écouter Maître Trésor, mais il faut être en mesure d'écouter ce qu'on est en train de dire pour avoir la perception que l'opinion a vis-à-vis de la gouvernance. Et cette perception, ce n'est même pas d'ailleurs la perception, la conclusion. Lorsqu'on assiste à tout ce qu'on a comme corruption, tout ce qu'on a comme détournement, et certaines personnes sont en train de s'enrichir au détriment de toute la population, ça veut dire que la gouvernance n'est pas bonne. Et il faut changer ce gouvernement actuel pour qu'on puisse avoir un gouvernement qui peut tenter de faire quelque chose. Deux secteurs importants que je vais vous donner. Les secteurs des droits humains et de la justice. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans ces secteurs, moi je suis de droits de l'homme, c'est chaque jour qu'il reçoit des appels, on a enlevé tel, on a fait ceci, et il y a un service qui a été créé par l'ordonnance présidentielle, les centres de coordination pour la cyberdéfense et c'est quelque chose comme ça, qui s'est arrogé des prérogatives qui étaient des prérogatives d'autres. Je préfère que vous puissiez prendre ça parce que je sais que ça va arriver à l'oreille de là où ça doit arriver, au regard de la fonction que vous assumez au sein de l'IDPS, qui a supplanté d'autres institutions qui ont été créées par les lois. L'ANER, le Conseil national de la sécurité. Les trucs là de cyberdéfense enlèvent les gens comme on veut, on va là, nous on enlève des gens, on les amène et ces services-là, madame, a multiplié des cachots où on ne sait plus retrouver des gens, des maisons de détention. À ma campagne qu'on parle, des autres parlent à l'ONATRA, des autres parlent au stade des martyrs, des autres parlent, et tous ces éléments-là sont en train de détruire malheureusement l'image, non seulement du pays, mais affecte la volonté manifeste du chef de l'État de pouvoir établir, de pouvoir consolider un état de droit à double qualité comme président de la République, comme membre de l'IDPS et comme fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. On ne pouvait pas imaginer qu'on va subir ce qu'on est en train de subir, des arrestations, des enlèvements, des personnes qui sont détenues extrajudiciaires. On ne les amène pas chez les juges, que ce soit du côté des civils, que ce soit du côté des militaires. Tel est le cas du général John Chinyabuma, qu'on a enlevé chez lui à 4 h du matin. On saccage sa maison, ses enfants sont torturés, sa femme est menacée, et tout ça, on amène la personne qui est maladive, qui doit subir un souhait de traitement. On ne sait pas comment est-ce que la personne est traitée. On lui refuse même les droits de visite, on lui refuse le droit d'avoir un avocat, on lui refuse le droit d'alimentation, on lui refuse le droit d'aller devant un juge naturel qui on devrait les soumettre. Si jamais il y a, du côté des militaires, des suspicions, pourquoi ne pas prendre ces gens-là, les transférer devant les juges pour qu'ils puissent se défendre conformément à la Constitution?
Maître, vous êtes avocat. Alors, des cas pareils, vous voulez qu'on puisse les évaluer comment par rapport à la gouvernance. Et donc, ce général-là, on l'a enlevé, il est porté disparu, on ne sait pas, il est détenu où, il n'a pas accès ni aux soins médicaux, ni à ses avocats, ni à l'alimentation, ni devant les juges. Quand vous prenez ces éléments-là, vous les confrontez avec ce que dit la Constitution et des instruments juridiques nationaux et internationaux que la RDC a ratifiés. On va dire, on a quelle gouvernance? On va évaluer que ça c'est positif ou c'est négatif. Et donc, je voulais rejoindre Maître Trésor une seconde. J'ai vu le communiqué de Mouyaya sur l'avènement des troupes dans les hauts plateaux. Et donc, trop de communiqués sur la communication. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas prendre la place. Mais lorsqu'on nous avertit déjà que non, on a identifié 3 bataillons, le gouvernement prend le rôle de la société civile. Laissez-nous ce rôle de la société civile pour dénoncer, pour vous aider. Malheureusement, je le dis, pendant cette période, on devrait rentabiliser toutes les forces politiques et sociales et forces vives de la nation. Mais vous prenez la société civile comme un ennemi, alors que vous pouvez les rentabiliser pour qu'ensemble, on puisse bouter l'ennemi dehors ou qu'on puisse retrouver la paix. Et donc, la communication de Patrick Mouyaya annonce que Kalemi risque de tomber, que les troupes qui sont dans les hauts plateaux, c'est pour viser Fizi, c'est pour viser ailleurs. Et donc, vous comprenez que le gouvernement qui commence à se lamenter, un communiqué officiel de Patrick Mouyaya, que je respecte beaucoup, un garçon extrêmement intelligent, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser à la société civile. Donc, le gouvernement devient là pour dénoncer. Au lieu de frapper, au lieu de... Finalement, on va prendre quelle gouvernance? Alors, M. Trésor Kalala, justement, dans les pistes de solutions, vous avez évoqué notamment la gouvernance. Oui, un nouveau gouvernement pour cette année 2026. Et qu'il soit nommé ministre de la Jeunesse. Oui, on va les soutenir. Voilà, j'en ai les atouts, madame. Bon, je réponds. Mais je suis quand même sidéré sur ces plateaux. Parce que je soutiens les chefs de l'État. On estime qu'il faut que je puisse endosser le bilan, même là où je ne suis pas convaincu. Je dis non. Moi, je soutiens les chefs de l'État. Je ne suis pas fou du roi. Qui chante matin, midi, soir, Moukwantombolo, Fatih Beton, Oumela, Fatih Beton. Non. Moi, quand j'avais 28 000 francs et que je pouvais m'acheter ma canette de Bavaria à 5 000 francs et je reste avec 23 000 francs. Et qu'aujourd'hui, je vais acheter la même bouteille à 5 000 francs, je rentre à la maison avec, c'est pas moi, 17 ou 16 000 francs. Vous voulez que je vienne endosser quoi? Que je vienne applaudir quoi? J'ai perdu de l'argent, madame. J'ai perdu de l'argent. Moi, j'ai mangé les pommes de terre. Ramibis. Les pommes de terre que j'achetais 1 kilo à 6 000 francs. Avec 10 $, 28 000 francs à main. Mais aujourd'hui, ces pommes de terre sont passées de 6 000 francs à 8 000 francs. J'avais 28 000 francs, aujourd'hui j'ai 22 000 francs. Je vais encore acheter les pommes de terre de 8 000 francs que j'achetais à 6 000 francs pendant que je pouvais avoir 28 000 francs en main. Et je dois dire, pourquoi tomber le béton, béton? Non, j'aime le chef de l'État, c'est pourquoi j'ai dit ce genre de choses. C'est ça aider les chefs de l'État, c'est ça aider les chefs de l'État. Je ne suis pas un applaudisseur, un danseur. Non, moi je suis un intellectuel qui réfléchit et qui donne le fait comme ça se constate sur le terrain. Et c'est ça la manière, la bonne façon d'aider le chef de l'État. Ici, qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est que la première des choses ici, c'est que nous devons récupérer nos territoires arrachés par l'ennemi. Il ne faudrait pas qu'on cherche, il ne faudrait pas embellir les termes. Ces territoires-là ne sont plus sous la gouvernance, en fait, du pouvoir. L'autorité de l'État. On ne nous donne plus les injonctions là-bas. Ces gens-là, ils nomment, ils perçoivent des taxes. Ils vivent comme s'ils étaient un autre pays à part. Ce sont des territoires congolais. Ces sols-là, c'est les sols congolais. Mais l'ennemi est en train de nous les arracher, les diriger et diriger la population qui est là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est vrai, moi je ne peux pas me rendre à Goma. Pourquoi je ne peux pas me rendre là-bas? Pourquoi je ne peux pas me rendre là-bas? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme moi à Goma me fait la peau. Parce que nous n'avons plus la gouvernance. Sur ça, nous avons perdu Goma, Bukavu, Uvira et les autres territoires que nous devons récupérer. C'est ça qu'il faut dire à nos dirigeants. Il ne faudrait pas caresser les gens. Il ne faut pas caresser les gens. Nous devons récupérer ces territoires. Troisième des choses, il faut changer le gouvernement. Il faut changer ces gouvernements. Parce que ça n'a rien produit. Ce gouvernement n'a été que l'ombre de lui-même. Nous avons changé 2 fois de gouvernement. Sur le terrain, nous n'avons pas eu de résultats. Et sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et même sur le plan politique. On a justement réajusté. Ce gouvernement, c'était un gouvernement de réajustement. Ce sont les mêmes qui étaient bien avant. Il nous faut, madame, un gouvernement de combat. Cette année 2026, il faut commencer à changer le gouvernement de la tête aux pieds. Et ici, je finis par là.
Je me propose ministre de la jeunesse de guerre. Moi, je dois être nommé ministre de la jeunesse dans ce nouveau gouvernement. Mais Madame, est-ce que d'abord la question c'est est-ce que ce ministère doit être un ministère à part? Lorsqu'on parle des travailleurs, c'est la jeunesse. Lorsqu'on parle de la santé, en grande partie, c'est la jeunesse. Lorsqu'on parle sport, en grande partie, c'est la jeunesse. Voilà. Lorsqu'on parle culture, en grande partie, c'est la jeunesse. Pourquoi avoir tout un ministère seulement pour les jeunes? Non, le contenu, c'est quoi? je suis dans cette nouvelle configuration. À l'époque, c'était ministère de la jeunesse, Sport et loisirs. Pour Ou le encore moment, culture, sport, voilà. art et loisirs. Jeunesse. Pour le moment, tout ça c'était pour satisfaire les appétits politiques de politiciens en principe. Il faut émietter des ministères pour satisfaire tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Moi, je ne suis pas content que l'on soit dans une période de guerre. Nous avons un ministre de la jeunesse qui convoque le président de la République. Il monte des jeunes pour poser des questions. Et après, ça a quelle finalité sur le terrain? Ici, nous voyons une jeunesse qui est distraite. Une jeunesse qui n'est pas consciente de la réalité. Où il y a eu un jeune maquillé qui finalement a été détecté avec les réseaux sociaux. Quoi ça, je comprends pas. Tu as entendu? Non, je n'ai rien compris. On continue. Donc, le tournant que le pays est en train de traverser aujourd'hui, nous devons avoir un lion, un jeune guerrier, à la tête du ministère de la jeunesse pour faire prendre conscience des jeunesses. Il y a des actions de mobilisation, en fait, une drogue positive qu'on doit inculter dans la jeunesse congolaise pour comprendre que ce pays, le tournant qu'il est en train de traverser, il ne l'a jamais connu. On a dit ça, Moutamba avait déclaré ça, il a réclamé le ministère de la Justice. Donc, où en sommes-nous? Vous déclarez comme ça. Quand on va vous donner, je suis en train de on conclut avec monsieur Apouyo. Pour finir définitivement, Madame Arlette, je m'adresse au chef de l'État qui doit éviter la complaisance. Il y a des gens qui détournent. Je dis, ce qui doit être fait, c'est que nous ne devons plus entendre parler de détournement. Il y a des gens qui détournent de millions. Tous les jours. Et rien ne fait pour eux. Ni les poursuivre, ni récupérer de l'argent. Et puis, c'est au tour du chef de l'État. Je dis, cette fois-ci, le chef de l'État doit prendre son pouvoir d'un chef. Nous devons sanctionner que même la justice, là, c'est le chef de l'État qui doit donner l'impulsion. C'est lui qui doit booster pour que les gens aient quand même peur de voler. Moi, je crois, même le diable n'est pas d'accord avec cette sorcellerie. Un pays en guerre, une population qui souffre, une seule personne nous détourne 150 millions, 100 millions, 300 millions. Même le diable n'est pas content de cette sorcellerie. Et ça, je crois que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités à main pour savoir sanctionner et sévèrement pour que cette année qui commence, et surtout pour les temps qui courent, que nous puissions retomber dans tout ce que nous avons. Et on termine avec M. Apouyo rapidement, parce que oui, je sens qu'on n'a plus le temps. Oui. On a largement dépassé, et ça s'est fait constater. Précision. Lorsque vous avez un système basé sur les hommes, vous tombez dans ça. Je dois être ça. Mais lorsque vous avez un système basé sur l'idéal, comment les individus importent peu. On peut mettre n'importe qui à la tête des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique gardent les mêmes orientations, le même idéal. Ça, c'est le système. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner. C'est ce que l'IDPS n'a pas prôné. Ça, c'est vrai. Pour l'IDPS, Mobutu devait dégager, Laurent Désiré Kabila devait dégager, Joseph Kabila devait dégager. Une fois aux affaires, on continue avec quoi? On est en train de constater. Le problème de gouvernance, madame, avec le régime présidentiel, je mets quiconque à défi, les politologues surtout, ou les juristes. Lorsque vous avez un régime présidentiel, avec un président qui contrôle la majorité parlementaire, le chef de l'État donne l'impulsion au niveau de la politique nationale. Parce que c'est lui qui convoque et préside le Conseil des ministres. Le problème n'est pas au niveau du remaniement, on peut remanier qui on veut. Mais si au niveau du chef de l'État, vous trouvez des gens qui estiment que c'est normal de détourner, l'ancien ministre des Finances l'a dit, Nicolas Kazadi, ce qui Kabola. Vous comprenez un peu? Donc les problèmes, c'est au niveau de la direction politique nationale. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas au niveau du remaniement. La volonté politique et la capacité. Maître a fait le méli-mélo, je ne m'irai pas le suivre sur ces terrains, mais je pense qu'en politique, on peut avoir la volonté. Mais si on n'a pas la capacité, ça ne sert à rien. Nous, maintenant, on a besoin de quelqu'un qui est capable de nous défendre. Et ça, on fait appel à la capacité politique d'un homme d'État. Vous comprenez un peu? C'est anormal que nous on continue à nous liquider comme on le fait, parce qu'on est en train même de déplacer nos populations. Vous comprenez un peu? Le Rwanda, c'est 26 000 km². Le Rwanda peut entrer plus de 85 fois au Congo. C'est inadmissible. Vous
Vous comprenez un peu? Et donc, si nous devons constater, enfin, nous devons croire que le fait que le chef condamne le Rwanda, c'est normal, c'est qu'on n'a rien compris. Madame, sur le plan sécuritaire, si je peux chuter, sur le plan sécuritaire... Ça, c'est faux. Sur le plan sécuritaire, il faut noter que bien qu'on ait mené un combat acharné sur le plan diplomatique, mais au niveau des avancées sur terrain, ça reste mitigé. Je pense que le porte-parole du gouvernement, vous n'êtes pas plus informé que Patrick Mouyaya, qui dit même qu'on veut marcher vers Fizi. Vous comprenez un peu? Donc vous n'allez pas contredire Mouyaya. Qu'est-ce qu'il faut pour chuter? Madame, il faut changer les systèmes. On a un système basé sur la prédation. En fait, on est en train d'assister à la continuation du système imposé par le roi Léopold II. Où quand on est politique, on s'estime être l'autorité de droit divin. Il faut changer les systèmes. Par exemple, sur le plan de gouvernance politique, il faudrait restreindre cette liberté politique, madame. N'importe qui ne peut pas faire la politique. Sur le plan sécuritaire, madame, il faudrait que nous ayons, par exemple, des initiatives de grande envergure sur le plan économique. Lutter contre la corruption. Vous ne pouvez pas être un grand chef et avoir dans votre entourage le gens qui détournent l'argent de l'État. Vous comprenez? Et ne peut combattre la corruption que le président de la République. Personne d'autre, même si vous avez un ange à la tête de l'appareil judiciaire, le président étant le commandant suprême, le magistrat suprême, c'est lui qui doit combattre la corruption. Vous comprenez un peu? Je pense que si nous arrivons sur le plan sécuritaire, il faut assister à la purge de l'ensemble de ces traîtres, de ces gens qui trahissent la République. Moi, je suis contre M. Mouchagalous, qui est en train de dénoncer. Madame, aux États-Unis, la plus vieille démocratie, je vais chuter par là, lorsque vous trahissez les États-Unis d'Amérique, vous avez le statut de combattant ennemi. Vous n'avez pas de droits. Donc si les services des renseignements disposent des renseignements qu'un Congolais est en train de trahir la patrie, il faut l'arrêter. Et là, on n'a pas besoin d'avoir les ONG, parce qu'à un certain moment, vous aussi, vous favorisez ce qui n'existe pas à l'Occident. Vous comprenez un peu? Donc, il faut le changement des paradigmes, le changement des systèmes. Et avec ça, on va espérer un pays fort, un pays grand, un pays prospère. Le Congo sera debout, n'est-ce pas? Et voilà, madame. Nous sommes arrivés à la fin, aimables téléspectateurs. Nous disons grand merci à tous nos téléspectateurs pour ce tout premier numéro. Grand merci à M. Hubert Poutou, cadre de l'IDPS, M. Bongoundaoui, gardien général du courant de la Révolution, M. Dieudonné Mouchagaloussa, président du panel des experts de la société civile, M. Trésor Kala, la chargée de communication de AADC et allié de l'IDPS. Oui, aimables téléspectateurs, nous voulons un Congo fort, uni et prospère. Eh bien, et aussi, tout le monde ne peut pas faire la politique. On le voit, quelqu'un qui était politique et tout ça, membre du gouvernement ou encore député national, une fois qu'il ne l'est plus, il est devenu tiktoker, il est devenu ceci. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils étaient réellement appelés à faire de la politique? Oui, tous ne peuvent pas faire de la politique, comme tous ne peuvent pas faire le journalisme. Il faudrait être appelé à cela. Aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir. Et c'est avec ce dynamisme que nous démarrons cette année 2026. On va se retrouver la semaine prochaine. Grand merci à vous, aimables téléspectateurs, et une bonne année à tous. Au revoir.